Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on vous parle d'un éléphant qui vole. Comment ça va Sophie ? Je suis un petit peu confuse, est-ce qu'on n'était pas dans un podcast d'ornithologie ? Mais écoute, peut-être qu'il y a un oiseau qui s'appelle éléphant, on ne sait pas. Non mais j'avais pas vu les choses comme ça, effectivement. Oui, pourquoi pas, après tout. Non, on parlera pas évidemment d'éléphants, on va parler évidemment d'oiseaux, mais on va parler d'un Disney, voilà. Je ne sais pas de quel Disney on pourrait, auquel tu penserais lorsque je te parlerais d'éléphants qui volent. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Avec des super chansons sur l'original, hein, évidemment. On se souvient de La Berceuse. La Reine des Neiges, bien sûr, avec... Avec un éléphant qui... D'accord, et qui fait de la neige du coup, avec sa trompe, c'est ça ? Le 2, non ? Je sais pas, j'ai pas vu le 2, j'avoue, c'est un grand manquement vraiment. Tu n'as pas écouté le 2, parce que le 2, il y a beaucoup de musique apparemment. Hein, Ah oui ? Ni l'un ni l'autre du coup. Non, on parlera évidemment de Dumbo. Mais toi, Sophie, tu vas nous parler de quoi ? Longue parenthèse pour pas dire grand-chose finalement de mon côté, mais... c'est les meilleures intros, c'est celle-là. Moi, on va parler du langage des oiseaux. Voilà. D'accord. Après tout, pourquoi pas, on parle du langage des dauphins, on parle de ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de communiquer avec les oiseaux, après tout ? Mais oui, hein ? évidemment. Après tout, précédemment, ils essayaient de communiquer via tablette tactile. On en avait parlé dans une précédente rétro. Mais oui. Tu t'en rappelles ? Exactement. Sophie, voilà, on va parler de ça. Tiens, je parlais de la rétro. On va la démarrer, cette rétro. Qu'est-ce que tu as découvert dans le monde ornithologique cette semaine ? Un papier qui enfonce une porte ouverte, donc c'est pour ça que je mets dans la rétro. Une forêt ouverte, ça fait... C'est pas violent quand même. Une forêt ouverte aussi, si vous voulez. En gros, c'est un papier qui a été publié donc le 7 octobre de cette année, qui nous explique que, l'habitat et surtout les zones où l'espèce va arriver à trouver de quoi se nourrir, c'est important quand on considère l'aire de répartition d'une espèce, notamment quand il s'agit de vouloir la préserver. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est un peu une porte ouverte, parce que voilà. Mais fallait bien le dire, fallait l'expérimenter, fallait le mettre sur papier, et voilà, c'est fait. Donc on les en remercie. Parfait. Moi de mon côté, fait divers avec malheureusement une dizaine de vautours qui ont été retrouvés empoisonnés dans la Drôme. Voilà. Donc ça s'est passé fin septembre dernier. Donc le parquet de Grenoble a été saisi de l'affaire. L'enquête a été confiée à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc il y a plusieurs espèces de vautours qui auraient été empoisonnés. On parle même d'un gypaète barbu. Qui aurait été empoisonné. J'ai pas plus d'informations sur l'identité de ces oiseaux, mais c'est la première fois depuis un certain temps qu'on n'avait pas eu d'empoisonnement aussi important sur une communauté de vautours en France. Les empoisonnements défraient beaucoup la chronique outre-Manche. Puisque au Royaume-Uni, on a encore beaucoup d'affaires d'empoisonnement justement des vautours, enfin en tout cas des rapaces plus que des vautours. Mais voilà, pour la France, c'est une information, c'est une nouvelle bien triste, sachant que ces oiseaux ont été retrouvés entre avril et mai 2025. On a des vautours fauves et aussi des percnoptères, voilà, et des moines. Donc j'ai dit gypaète barbu, mais peut-être pas finalement. Peut-être pas de gypaète pour le coup. Voilà. D'accord. C'est bien triste ça. Pour rester dans un peu les choses pas top, cette semaine, alors c'est pas exactement de l'ornithologie, mais moi ça me touche particulièrement parce qu'on parle de conservation, et donc c'est
Jane Goodall, que vous connaissez certainement pour son travail sur les chimpanzés, qui nous a quittés cette semaine malheureusement. Une légende de la conservation de par le monde, avec un travail fantastique un peu partout dans le monde, car elle se déplaçait pour donner des conférences à droite et à gauche sur la conservation et la préservation des espèces, et aussi en essayant de distribuer de l'espoir sur la suite et sur la préservation de la nature tout autour de nous, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc on la remercie bien. Clairement. Et on est triste de sa disparition, bien évidemment. J'avoue que ça m'a fait un peu un petit choc quand même quand j'ai appris sa disparition. Pourtant, c'est ni quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser, ni quelqu'un dont j'étais très familier des travaux. Mais c'est dire quand même l'importance de cette personne. Toi, peut-être, Sophie, t'as eu l'occasion de la rencontrer? Alors non, on s'est loupé à beaucoup de reprises, malheureusement. J'étais toujours là 1 ou 2 jours avant qu'elle arrive, ou ce genre de choses, hélas. Et j'aurais bien aimé, mais écoute, c'est comme ça, c'est la vie. On retiendra surtout ses travaux, en tous les cas, c'est le plus important, et le travail qu'elle a fourni derrière, en Afrique, mais aussi de par le monde. Et moi, je retiendrai un joli mot de Hawk Florian. On avait déjà parlé d'Hawk Florian dans le courrier de la Sterne. C'est lui qui avait fait notamment donc les recherches sur les foulques et les nids où on trouvait du plastique. Et donc, il avait eu l'occasion de rencontrer Jane Goodall. Et Jane Goodall lui avait fait un compliment sur sa chevelure parce que Hawk Florian a une chevelure très très développée et elle lui avait dit les chimpanzés seraient très très contents justement de trifouiller vos cheveux et il disait c'est le plus beau compliment que j'ai pu recevoir de ma vie. C'est top, ça c'est top. C'est mignon tout plein. Bah oui. On va partir dans des bonnes nouvelles cette fois-ci, Sophie. On va partir à Hawaï, puisque le conseil du comté d'Hawaï a adopté le 51 Act, qui interdit tout simplement le nourrissage des animaux sauvages et errants tels que les chats, les chèvres, les cochons ou les poulets sur toutes les propriétés appartenant au comté d'Hawaï. Donc c'est un projet qui se concentre sur les espaces publics bien sûr, comme les parcs et les plages, et ça a pour objectif de permettre la protection d'oiseaux très menacés. On parle notamment des oies et des foulques ainsi que du pétrel hawaïen. Donc voilà, c'est un pas dans la bonne direction pour cette faune de plus en plus meurtrie et par les différents animaux invasifs que l'on peut y introduire, et puis aussi l'activité humaine qui en découle. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. On attend que ça se fasse aussi dans d'autres pays maintenant, ce serait bien. Ça entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Voilà. Eh ben, bravo à eux, et c'était effectivement un moment critique, parce qu'ils arrivent malheureusement bientôt à un point de non-retour pour beaucoup d'espèces. 8 espèces d'oiseaux ont été déclarées éteintes en 2023 sur l'île hawaïenne. Voilà. Sur l'archipel d'Hawaï. Les îles, c'est terrible quand il y a des espèces invasives comme ça, c'est absolument horrible, ça va très très vite. Il n'y a pas autant d'animaux pour faire tampon, c'est sûr. Absolument. De mon côté, une bonne nouvelle aussi. Alors, est-ce que tu savais que la Banque mondiale est en train de soutenir BirdLife International sur un projet commun concernant ce qu'on appelle le African Eurasian Flyway, le AEF, qui du coup vise à préserver cette voie de migration très très spécifique qui part donc de l'Europe et qui va jusqu'en Afrique. C'est une très grosse voie de migration qui est utilisée donc tous les ans par, on sait pas exactement combien d'oiseaux, mais ça va certainement tabler le coucou les dans hirondelles les doit milliards. l'utiliser, je pense. Voilà. Pour donner des exemples. Entre autres. Tout ce qui part en Afrique, les Milans par exemple, quand ils vont migrer en Afrique, c'est aussi la voie qu'ils utilisent. Donc il y a plein de choses, ça passe par plein de pays africains. On avait parlé par exemple de la Tanzanie et du lac Natron, qui est en Tanzanie, qui est super connu avec des flamands, etc. Ça fait passer par là aussi. On parle aussi des cigognes. En fait, il y a plein d'espèces sur cette voie de migration, c'est assez incroyable. Et donc la Banque mondiale va investir plusieurs milliards de dollars sur une dizaine d'années à peu près pour la protection et
la mise en place de zones protégées tout le long de cette voie de migration, donc pour aider les espèces à migrer plus sereinement. Est-ce qu'on ne serait pas sur un cas exceptionnel de par l'argent investi dans ce projet? Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est non seulement par l'argent investi, mais surtout par le fait que ce soit la Banque mondiale qui investisse autant d'argent, parce que eux, ils ont effectivement les fonds pour le faire. Et ça, si jamais ce genre de compagnie, comme c'est la Banque mondiale, c'est pas rien, hein, c'est quand même l'organisme, la Banque mondiale. Si jamais ce genre de compagnie se met à investir dans la conservation, il est possible qu'on arrive à faire revenir des espèces qui sont sur la voie de l'extinction. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le monde commence à prendre en compte l'urgence de la situation au niveau de la conservation des espèces. Il serait peut-être temps. C'est très très bien. Il serait peut-être temps. Donc voilà, une bonne nouvelle. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est une vraie bonne nouvelle pour le coup. Si ça peut effectivement ouvrir la porte à d'autres projets de ce type. Ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il y a un communiqué de presse qui explique pourquoi justement ces investissements ont eu lieu? Alors un communiqué de presse, vous avez notamment sur le site de BirdLife International, il y a tout un article publié du 6 octobre pour expliquer le processus et ce qui va se passer. Vous aurez plus de détails. Malheureusement c'est en anglais, mais je suis sûre que vous pouvez utiliser Google Translate si jamais ça ne fonctionne pas. Ok, très bien. Eh ben merci Sophie. On va passer à la question fatidique chaque semaine dans le courrier de la Cerne. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, et on vous en remercie bien sûr d'être de plus en plus nombreuses et nombreux. As-tu fini de regarder notre fameux documentaire Listers? Voilà, oui, dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors Sophie, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est top. Ça me rappelle tellement des choses qui ont pu arriver à droite et à gauche. Pas forcément à moi, mais aussi à d'autres collègues ornithos. Tu sais, ces premiers pas où tu te rends compte que t'as pas forcément le bon équipement, ou que tu te rends compte que, tu sais, mince, c'est pas le bon endroit, où j'essaie de trouver un truc et puis je le trouve pas. Et c'est quoi le nom de cette bestiole déjà? Ah, je sais plus, attends, on va l'appeler Alfred parce que ce sera plus simple. Tellement de trucs. C'était très marrant. Pour moi, en tout cas, c'est très drôle de mon point de vue. Peut-être que des gens qui sont pas dans le milieu trouveront ça un peu moins drôle, mais pour moi, c'était très bien. Mais je sais pas honnêtement ce que penseraient justement des gens du milieu de l'ornithologie de ce documentaire, même si j'ai vu beaucoup de gens non initiés à l'ornithologie commenter le documentaire et le partager. Je sais pas quel serait, tu vois, le rapport qu'ils pourraient avoir. Par rapport à ce que nous on vit finalement quasiment tous les jours, quoi. Donc, Ah, ça j'en sais rien du tout. Faudrait que je demande, peut-être que faudrait que je vois avec Julien, parce que là Julien n'est pas là en ce moment, donc on l'a pas vu ensemble, mais peut-être que si je lui demandais, il aurait une réponse à cette question, parce que lui il est pas du tout dans l'ornithologie, ça c'est clair. Bon, peut-être un peu plus avec moi, mais bon, c'est pas trop son truc. Faudrait que je lui demande en fait, à la rigueur. Et qu'as-tu pensé de ce moment mafia? Puisque tu en avais parlé du coup, et tu avais été extatique en m'entendant en parler. Oh, c'est gentil, mais bon, enfin, comment dire, c'est pas non plus... mais c'est marrant, j'avoue. Bon, je veux pas tout expliquer, parce que s'il y en a d'entre vous qui l'ont pas vu, vaut mieux que vous le voyez par vous-même quand même, donc on va pas tout spoiler. Mais c'était très drôle, voilà. Clairement. Juste pour un oiseau, enfin c'est... incroyable. Bah oui, mais c'est bien. Cela dit, je suis tombé sur plusieurs vidéos par la suite en me baladant sur YouTube de personnes qui, alors je sais pas si c'est concomitant à la sortie du documentaire, mais qui commençaient à se poser des questions justement sur leur fameuse liste, à se dire, mais est-ce que c'est vraiment intéressant finalement de faire une liste? Et il y a quelqu'un dont le nom de famille est Duchesne. J'ai regardé sa vidéo hier. Et qui disait, moi j'ai commencé en ornithologie dans les années 90 je crois, et il y a des espèces que j'ai connues qui ont changé parce que, comme tu le sais Sophie, et comme vous le savez auditeurs et auditrices,
la génétique a fait que maintenant on a des espèces qui se sont créées, des espèces qui ont disparu. Et oui. Eh bien, du coup, le gars disait, bah moi j'ai vu une espèce qui n'existe plus, ce qui est très drôle quand on y pense, vu sous cet angle-là. Et donc il y a une vraie réflexion qui, j'ai l'impression, commence à se mettre en place aux États-Unis. Alors c'est peut-être un épiphénomène, mais sur vraiment l'importance ou plutôt la non-importance d'avoir une liste. Et il y a plein de gens qui sont en mode, non mais en fait les listes, est-ce qu'il y en a vraiment besoin pour apprécier le domaine, pour apprécier l'ornithologie, quoi. C'est voilà, c'est assez intéressant. Pour apprécier, peut-être pas. J'ai l'impression que le documentaire cristallise vraiment des réflexions, comment dire, il y a des questions, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des bonnes questions. Il y a des bonnes questions. C'est une très bonne question à se poser, parce que je vois de plus en plus de réserves naturelles. Alors je sais pas si en Europe c'est exactement le cas, mais ici en Afrique on a beaucoup de réserves naturelles qui, justement pour attirer les personnes qui font ce genre de liste, et il y a beaucoup de touristes qui les font, et qui veulent absolument venir en Afrique et voir tel et tel oiseau, et donc ils proposent des listes à l'entrée de la réserve naturelle qui disent voilà, vous pouvez voir, on a telles espèces d'oiseaux, vous pouvez vous amuser à cocher toutes les espèces d'oiseaux si vous arrivez à les voir aujourd'hui dans la réserve. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent ces histoires de listes pour faire du business derrière, tout simplement. Ouais, c'est une très bonne question. C'est un procédé assez... c'est un procédé que moi je vois beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, et je trouve qu'il s'en rapproche beaucoup, justement, cette idée de on a une liste et on utilise une espèce de carotte pour essayer de comment dire, d'attirer les gens à s'intéresser à ce que à comment dire, aux oiseaux qu'on a, ou à toute autre chose que nous avons dans notre parc, ou ce genre de choses, quoi. Donc, bon, après je suis pas contre, en fait. Ça permet, si c'est un moyen d'intéresser les gens à l'ornithologie, bah écoute, autant l'utiliser. Moi ça me dérange pas. Faut juste pas que on pénalise les gens s'ils ne le font pas, ou qu'on pénalise les gens parce qu'on les fasse payer plus cher pour une raison X ou Y, parce qu'il y a une liste ou je ne sais quoi. Ça par contre je suis pas d'accord, évidemment. Mais pourquoi tu veux pas qu'à chaque oiseau il y ait une pub de 2 minutes qui Non, c'est en DLC uniquement. C'est ça. Ah d'accord, donc le pouillot à grand sourcil, du coup il sera en DLC. Il est en DLC. Okay. Non, c'est le mois prochain. Faut que je vois 50 espèces d'oiseaux, et puis si je vois 50 espèces d'oiseaux, boum, il apparaît. Non, mais c'est 10 € de plus le DLC, tu sais. 10 €. Oh, finalement. Attends. Le prix du... Non, mais t'as pas que lui, t'as 3 autres espèces d'oiseaux. Non, mais tu fais comme les simulateurs de train. Tu fais un DLC à 2 €, mais t'en fais 200, 300, et ce qui fait que tu dépasses 1500 € de contenu téléchargeable, parce que t'as envie de, je sais pas, la ligne Paris-Marseille, tu vois. Ouais. Voilà, il y a un contenu téléchargeable pour ça, quoi. C'est mais pourquoi pas. C'est fou. Mais tu vois, moi j'aimerais bien voir un truc à la Pokémon Go, où tu peux scanner tes bestioles, enfin tu les vois dans la nature, paf, tu passes ton téléphone dessus, et puis tu coches une case d'une manière ou d'une autre, ou t'as capturé ton oiseau, et puis ça fait un peu un jeu vidéo, et ça permettrait au moins d'intéresser les gens. Ouais, mais il y a plein de soucis qui se dressent sur cette route, à savoir... Qu'est-ce que les gens seraient capables de faire, justement, pour récupérer une photo d'oiseau, ou comment dire, ou quelconque information sur une espèce particulière. Voilà, c'est toujours le problème entre ouvrir la passion de l'ornithologie et quelque part faire en sorte qu'elle reste secrète, inaccessible même, diraient certains, pour éviter qu'il y ait ce trop-plein de personnes qui pourraient entre guillemets ternir la discipline, quoi. Donc et c'est une discussion qui existe aujourd'hui. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des ornithologues français qui me disent mais moi j'ai pas envie de parler d'ornithologie parce que j'ai pas envie de comment dire, que toutes les personnes s'intéressent aux oiseaux, parce que j'ai pas envie que ces gens prennent ensuite des risques, ou justement fassent prendre des risques aux oiseaux pour prendre une photo ou pour aller les voir, quoi. Donc, oui, mais encore une fois, il y a manière aussi d'enseigner la discipline de manière responsable. Absolument. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et le problème c'est que maintenant on n'est plus trop dans un contexte où il faut garder le truc secret, parce que si on fait ça, de toute façon, on va tout perdre, vu que si personne ne s'y intéresse, personne ne les préservera, puis voilà.
Donc oui, certes, ça peut occasionner des dérives, on le sait, mais plutôt que... Bah, c'est comme... En fait, je pense que la question, c'est la même que pour l'histoire. Il faut pas cacher les faits qui ont été faits précédemment, faut pas cacher l'histoire, faut au contraire l'expliquer et mettre un contexte autour. Et si tu expliques correctement et si t'as le bon contexte autour, normalement, ça passe bien. Comme l'histoire de déboulonner des statues, ou je sais plus comment... enfin bref. Plutôt que de faire ça, mettre une plaque explicative en disant voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, c'était pas bien pour telle raison, mais gardez l'histoire. Bon, tu vas pareil pour l'ornitho. Tu spoiles presque le sujet qu'on évoquera lors de la seconde partie, puisque nous sommes partis dans une longue digression, Sophie. C'était vachement long cette intro. On va tout de suite parler du langage des oiseaux, ce sera après ça. Sophie, le langage des oiseaux. Oui. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de celui-ci? Mais beaucoup, figure-toi. Est-ce que t'es déjà parti sur Duolingo ou sur Rosetta Stone? Peut-être qu'un de ces jours, ils feront quelque chose sur le langage des oiseaux, ça pourrait être pas mal. Peut-être. Et figure-toi qu'on n'en est pas si loin. Bon, mettons des gros guillemets autour tout de même, mais il y a 2-3 choses qui sont sorties dernièrement, notamment une publication, alors pas dans n'importe quoi, dans Nature, Ecology and Evolution, donc l'un des papiers les plus en vue quand même du moment. La publication s'intéresse à l'apprentissage d'un son et d'une association chez les oiseaux et chez plusieurs espèces d'oiseaux, d'une association avec notamment pas un prédateur, mais un oiseau parasite de couvée. Alors, les oiseaux parasites de couvée, tu sais ce que c'est, vous savez ce que c'est, si je vous dis coucou, normalement, ça doit faire tilt. Ah, vous dites bonjour, évidemment. Pas celui-là, c'est du langage aussi, ça dit. Donc, le coucou, c'est ce qu'on appelle un parasite de couvée, ou de nichée si vous préférez. Donc c'est un oiseau qui va venir déposer un œuf dans le nid d'un autre oiseau et qui va le laisser s'occuper de tous les petits trucs se rapportant à l'éducation de la bestiole. Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est une perte sèche pour les oiseaux qui sont parasités. Pourquoi ? Parce que le coucou va non seulement pondre son œuf au milieu de la nichée, mais généralement il va virer les œufs de l'espèce qu'il parasite pour être bien sûr que son poussin ait toute l'attention des parents et qui donc grandissent très bien. Donc ça veut dire que pour les 2 parents qui vont se retrouver avec un œuf qui n'est pas leur, c'est assez délétère parce qu'ils vont devoir dépenser énormément d'énergie pour s'occuper d'un petit qui n'est même pas le leur et donc qui ne vont pas finalement procréer eux-mêmes, parce que c'est un peu ça le problème, ils ne vont pas utiliser cette énergie pour poursuivre l'espèce qu'ils sont eux-mêmes. Donc c'est un peu un gros souci au niveau de l'espèce, pas seulement au niveau de l'individu, mais au niveau de l'espèce aussi. Et il y a plusieurs mécanismes de défense que les oiseaux ont mis en place pour se protéger de ce genre d'attaque, parce que c'est une attaque, en quelque sorte. Et il y a notamment un mécanisme de défense qui n'avait pas encore été étudié et qui a été étudié dans cette publication, un mécanisme de défense qui a trait au langage. Alors, comment ça se passe ? Donc ces chercheurs se sont intéressés à plein d'espèces de par le monde qui se font parasiter, alors par différents types de coucous ou autres, il y a plein d'espèces qui parasitent d'autres espèces chez les oiseaux, c'est comme ça. Et ils se sont intéressés à plusieurs groupes d'oiseaux, à peu près une 50aine d'espèces différentes sur 3 continents différents, donc c'est quand même une étude qui est assez large. Donc ils sont partis, alors que je dise pas de bêtises, ils sont partis en Afrique, il me semble, mais aussi en Australie et en Chine, et ils ont étudié donc plein d'espèces sur place, et pour savoir si ces espèces qui se faisaient parasiter avaient peut-être déjà des manières de se protéger contre ces parasites, mais surtout des cris d'alarme, des cris d'alerte spécifiques quand ils rencontraient ces oiseaux qui parasitent leur nichée. Alors il se trouve que, ce qui est très très intéressant, et c'est pour ça que ça a été publié dans Nature, c'est qu'en fait,
plus de la moitié de ces espèces qui se font parasiter par d'autres oiseaux sont en fait, émettent en fait exactement le même son lorsqu'elles voient arriver un coucou ou un autre parasite. Et alors, c'est pas n'importe quel son, c'est une sorte de petit gémissement un peu plaintif qu'ils vont comme ça émettre. Et ce qui est très très amusant, c'est que toutes ces espèces-là, alors on était sur plus d'une vingtaine d'espèces au total là, qui émettaient exactement le même son, ne sont pas forcément liées, alors soit phylogénétiquement, donc c'est-à-dire que ce sont pas des espèces sœurs qui n'ont pas évolué à partir d'un ancêtre commun, et ce sont pas non plus des espèces qui vivent dans le même environnement, c'est-à-dire qu'on est quand même sur 3 continents différents, avec des espèces qui ne se rencontrent pour ainsi dire jamais. Mais qui pourtant ont exactement le même bruit pour identifier les parasites. Et c'est là que ça devient assez incroyable, parce que comment ils arrivent à émettre exactement le même son pour identifier ces parasites. Et en plus, et ça c'est encore plus important, c'est que non seulement ces espèces vont effectivement identifier et émettre ce cri lorsqu'elles vont voir les oiseaux proches de leur propre nid, mais elles vont aussi émettre ce petit gémissement lorsque l'oiseau qui parasite est proche du nid d'une autre espèce. Oh, ok. Et ouais, c'est-à-dire que non seulement ils vont réagir lorsque le coucou est proche de leur propre nid, mais ils vont aussi réagir pour prévenir lorsque le coucou s'approche d'un autre nid, pas forcément le leur. Alors que, comment dire, ce serait plus avantageux pour eux que le coucou parasite un autre nid. Exactement. Mais là, non. Il y a une sorte... alors, je dirais pas qu'il y a une sorte d'entraide, mais on est quand même sur alors, je sais pas si c'est un cri réflexe, peut-être, je le vois, paf, je fais le petit gémissement en question, ou bien si c'est parce qu'effectivement, il y a une sorte de communication qui s'établit entre les différentes espèces d'oiseaux. Et donc, la publication a réussi à noter qu'effectivement, c'est ce qui se passait pour différentes espèces. La fréquence à laquelle ces cris étaient émis n'était en aucun cas relative à la proximité du nid de sa propre espèce, et était relative à la proximité du coucou ou de l'autre oiseau qui parasite. Okay. Et ça permettait aux oiseaux à proximité de l'entendre, et donc de venir défendre leur nid. Pas incroyable. Parce que eux aussi, comprenant le message du petit cri en question, venaient donc rappliquer vite fait à côté de leur nid pour voir ce qui se passait, et voyant le coucou, essayer de le faire partir avant qu'il arrive à pondre son œuf et à virer les autres du nid. Incroyable. Donc, on a, et c'est là que c'est quand même incroyable, on a non seulement un cri qui est similaire chez de nombreuses espèces de passereaux, parce qu'on est sur du passereau là, mais aussi un cri qui va être compris donc par toutes ces espèces-là comme un danger immédiat, pas n'importe quel danger, un danger d'un parasite, et qui va donc occasionner une réaction de la part des oiseaux en face, et qui permet une sorte de communication interespèces, ce qui pour l'instant n'était pas très très bien connu. Alors ils sont intéressés à principalement 2 oiseaux, dans un contexte assez particulier, parce que là on est parti en Australie. En Australie, c'est là où, d'après eux en tous les cas, on a les relations entre hôtes et parasites qui sont les plus complexes chez les oiseaux. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces différentes, et que du coup, ces liens dans le réseau trophique sont finalement très 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 difficiles à bien catégoriser, très complexes, et donc ça demande beaucoup de compréhension de la part des espèces qui sont sur place, de savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui est dangereux, ce qui l'est pas, donc ça demande beaucoup d'apprentissage aussi de ces oiseaux-là. Et donc ils sont intéressés à 2 espèces que tu connais, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, le mérion superbe, notamment. Je m'attendais à le revoir. Tu vois, il est beau quand même, faut en parler. Et le séricorne à sourcils blancs, que vous ne connaissez certainement pas, mais qui est un petit oiseau plutôt dans les tons bruns, qui a rien d'exceptionnel, très honnêtement. Il y a un petit sourcil blanc au-dessus de l'œil. Oh, le pauvre. Un petit bec tout fin. Oui, je dis ça, mais c'est parce qu'à côté du mérion superbe, alors, avec ses tons bleus vifs, et puis son noir qui... Franchement, voilà, quoi. Il a rien pour lui. C'est triste. Pauvre petite bestiole. Non, mais il est très mignon quand même, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus terne. On va pas se mentir quand même, voilà. Et ils sont intéressés à ces deux espèces, et notamment aux interactions que les deux avaient. Alors,
ils ne sont en aucun cas liés phylogénétiquement parlant, c'est pas du tout les mêmes espèces, c'est pas du tout les mêmes familles. Ils n'ont pas les mêmes sons, ils n'émettent pas les mêmes chants, ils n'ont rien en commun, mis à part pour ce petit cri d'alerte vis-à-vis de certaines espèces de coucous qui vont venir les parasiter, eux, spécifiquement, et les collègues autour de chez eux. Et donc, en l'occurrence, effectivement, pour ces deux-là, les cris d'alerte de ces deux-là étaient très très proches pour les deux espèces, et surtout, ils criaient toujours lorsqu'ils étaient à proximité de leur nid ou du nid de l'autre espèce, sans aucun problème. Donc il y a les stats qui ont été faites là-dessus, c'est très bien expliqué dans la publication d'ailleurs si vous voulez aller y jeter un œil. Et il y a clairement aucun moyen de se dire que ça a été fait par hasard ou quoi. Quand on voit les stats, ce n'est pas un hasard. C'est clairement que l'oiseau avait bien décidé d'avertir à ce moment-là qu'il y avait la présence de telles bestioles à proximité, sachant qu'évidemment il y a des tests avec des témoins qui montrent que quand il y a rien, l'oiseau il fait rien, hein, tout simplement. Voilà. Alors qu'il pourrait s'amuser à dire il y a un coucou. Ah non, en fait, c'était une blague. Haha, petit malin. Voilà, donc c'était très intéressant. La publication est top, si vous voulez aller la voir, c'est sur Nature. Malheureusement, elle n'est pas en open access, mais vous avez déjà un petit résumé. Je vous mettrai aussi un lien avec un résumé un poil plus complet sur un autre site qui a été un peu vulgarisé, qui est pas mal non plus. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui commence, c'est ce genre d'étude qui va vraiment faire avancer notre compréhension de cette communication interspécifique en quelque sorte, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude pour l'instant et qu'on ne pensait pas possible il y a encore quelques années. C'est pour ça que c'est très 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 important ce genre d'études, et ça permet non seulement de comprendre comment le langage, si on peut parler d'un langage, des oiseaux fonctionne, mais aussi comment l'apprentissage de ce langage fonctionne. Alors pourquoi ? Parce que ce petit cri plaintif que certaines espèces font, du coup la moitié des espèces qui ont été étudiées dans l'étude font en tous les cas, c'est pas un cri qui va être appris à l'origine par les parents dans le nid avec les petits. C'est un cri qui va en fait être appris en contexte lorsque l'oiseau va rencontrer ce coucou pour la première fois et qui va l'associer au cri d'un autre oiseau qui n'est pas forcément de la même espèce que lui, et c'est en contexte que l'oiseau va apprendre ce que ce cri signifie. Donc c'est de l'acquis, ok. C'est exact, c'est de l'acquis, ce n'est pas du tout de l'instinctif. Et c'est ça qui est encore plus incroyable avec cette étude-là, c'est qu'on commence à comprendre comment les oiseaux apprennent en plus de ce qu'on savait sur le nid. On en a parlé souvent dans cette émission, hein, sur comment ils apprenaient même déjà dans l'œuf, parce qu'il faut commencer par là. Et puis ensuite, comment ils apprenaient dans le nid, quand ils écoutaient notamment le père chanter pour certaines espèces, et puis après, comment ils pouvaient apprendre au fur et à mesure de leur vie à arriver à avoir un chant intéressant, etc., à rajouter des morceaux en fonction de la localité dans laquelle ils se situent, etc. Donc ça, c'est quelque chose en plus, c'est-à-dire que l'oiseau a vu ce prédateur, a entendu un petit cri qu'il a associé au parasite, et ensuite est capable de le reproduire lui-même en comprenant que ce petit cri a été effectivement associé à ce parasite et qu'après il peut prévenir derrière d'autres oiseaux de la même manière. Et ça ça c'est incroyable. Voilà. Alors pour être honnête, Sophie, je ne suis pas autant surpris que ça. Parce que j'avais eu l'occasion de lire dans un ouvrage sur les oiseaux que on avait identifié chez les oiseaux un cri d'alarme, des rapaces, et que chaque oiseau avait justement la possibilité d'émettre ce cri d'alarme à une fréquence particulière, fréquence qui ne peut pas être entendue par ces rapaces. Donc finalement, on se retrouve un petit peu, je dirais, dans cette espèce de comment dire, de... Oui, dans la même situation. Dans la même situation, oui. Dans la même optique. Est-ce que justement, ce cri qui est émis par les passereaux, il est audible ou non par les coucous et apparentés ?
Visiblement, oui. Ça n'a Ok. aucun problème là-dessus. D'accord. Oui, non, c'est pas un souci. Par nous aussi, hein, d'ailleurs. C'est vrai? Tant qu'on y est. Ah oui, oui. C'est une sorte de petit gémissement un peu plaintif, tu sais, Ok. c'est rien de particulier. Mais c'est D'accord, vraiment ok. très, très caractéristique, c'est très typique. Je crois pas qu'il y ait d'enregistrement en dessous de la publication, mais d'après ce qu'ils disent, c'est vraiment très, très caractéristique. D'accord, ok. Et c'est toujours à la même fréquence. Toujours. Et ce qui était vraiment formidable avec comme je l'ai dit sur le cri du rapace, c'est vraiment que les rapaces ne pouvaient pas l'entendre. Et donc du coup, que seuls en fait les passereaux qui étaient menacés comprenaient quelque part le message de danger et du coup le rapace il peut pas comprendre. Il se dit mais attends, ils sont passés où Ils étaient là il y a quelques instants et là ils se sont tous envolés. Je ne comprends pas. Enfin voilà, c'est quand même une étude super intéressante et puis. Bah, Puis, on est resté en Australie. et voilà, mais ils sont partis en Afrique aussi pour ça. Hein. Je t'ai dit, ils sont partis en Chine, en Afrique et en Australie. Alors vrai. pourquoi ? Parce que c'est les endroits où t'as le plus les interactions trophiques les plus complexes entre proie et parasite. Okay. Donc c'est là où ils ont identifié en fait les relations un peu particulières et donc c'était les endroits les plus intéressants pour ça parce que c'est là aussi où tu as besoin de développer le plus de contre-mesures contre ces parasites. Vu que c'est assez compliqué de vivre dans ces environnements-là quand on est un oiseau. Non mais les contre-mesures, elles sont incroyables. Hein. On en découvre chaque année de nouvelles. C'est assez fou quand même. Hein. Ah bah ils sont plus doués que ce qu'on pense pour s'adapter aux environnements. Hein. Bah finalement, on va rester un peu dans le langage et un peu dans la musicalité. Dans la seconde partie, on va parler de Dumbo. Ce sera après ça. Sophie, as-tu vu Dumbo ? Bon, oui, évidemment que j'ai vu Dumbo. Enfin, l'ancien, hein. Ils avaient fait un remake, il me semble, Disney. Hein, absolument, ils ont fait un remake sans les animaux. Ouais. Ce qui est assez original quand on y pense. Oui, en tout cas, sans certains animaux. J'avais pas trop envie de le voir, celui-là. 5e classique de Disney. Le tout premier est sorti en 1937. Il s'agit de Blanche-Neige et les 7 nains. Dumbo, donc, qui sort en 1941. Et il sort quasiment à quelques semaines, à quelques encablures de l'attaque de Pearl Harbor. Pour vous resituer un petit peu le contexte. Et c'est un contexte qui est pas évident pour Disney parce que, bah, mine de rien, Walt Disney reste sur quand même de gros échecs avec les films qui ont suivi. Donc j'ai parlé de Blanche-Neige qui avait été un véritable succès, mais il y a eu Peter Pan, il y a eu également Bambi, et puis il y a eu Fantasia, qui était donc le 3e film. Donc finalement, après Bambi, on revient sur un animal, pour le coup, avec Dumbo, donc l'histoire de cet éléphant aux grandes oreilles. Et si je vous parle de Dumbo, c'est parce qu'il y a quelques oiseaux dans le dessin animé. Il y a des cigognes au tout début du dessin animé qui apportent évidemment les enfants. Voilà. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, rassurez-vous. Ah bon ? Eh non. Ah. Mais c'est l'histoire des choux et des roses, c'est ça ? Ah, c'est ça. Et puis on a des corbeaux. Jim, Fats, Deacon, Dopey and Specs qui sont présents, notamment pour la chanson Quand je vois un éléphant voler ou quand je vois un vol d'éléphant. Je sais jamais dans quel sens il faut placer les lettres. Mais c'est une chanson assez intéressante puisque c'est le moment où les corbeaux sont les plus visibles. Et c'est surtout une scène qui a demandé énormément de travail aux personnes de Disney puisqu'il fallait que la chorégraphie qui a été réalisée soit parfaite. Et cette chorégraphie, elle a été réalisée grâce aux Jackson Brothers, Freddy et Eugene, qui sont à l'époque des personnes très reconnues pour travailler notamment dans des vaudevilles et dans des films. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les gens qui travaillaient chez Disney ont filmé Freddy et Eugene et ensuite ont reproduit leurs mouvements à l'identique au dessin. Une sorte un peu de rotoscopie avant l'heure où justement on prend une vidéo et on essaye de décalquer les mouvements image par image pour pouvoir obtenir le résultat qu'on a à la fin avec le dessin animé. Alors au départ, il devait y avoir qu'un seul oiseau dans l'histoire, et puis finalement, ça s'est transformé en un petit quintet, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ces oiseaux ont une assez forte personnalité, puisque ce sont des animaux qui
jouent en fait sur les plates-bandes des artistes afro-américains comme Louis Armstrong ou encore Cab Calloway. Et leur voix a été justement, attribuée par rapport à des personnes venant du Hall Johnson Corps, qui en gros sont des personnes faisant du gospel à Los Angeles. Et c'est pour ça justement que les voix sonnent de manière assez particulière. D'accord. Et c'est là où commence le problème, Sophie. Parce que si j'ai parlé de Jim tout à l'heure, parmi les corbeaux qui étaient nommés officieusement, ils n'ont pas de nom dans le dessin animé, on leur donne pas de nom. C'est par la suite, voilà, c'est les artistes chez Disney qui leur ont attribué des noms. Eh bien, Jim Crow, en fait, ça pourrait être dérivé d'une caricature raciste originaire du 19e siècle, popularisée par un certain Thomas Dartmouth Rice dans une chanson de 1832 appelée Jump Jim Crow. Et grosso modo, cette caricature, elle consiste en une exagération des mouvements et des comportements des Afro-Américains. Mais il y a pire, puisqu'entre 1877 et 1964, ont été mis en place les dites lois Jim Crow, comme ce sera noté dans le New York Times en 1892, qui consistait à limiter les droits aux Afro-Américains, comme l'introduction de la ségrégation dans les lieux publics, ou encore des interactions limitées entre les Blancs, je mets évidemment les guillemets, et les Afro-Américains. Des lois qui ont été par la suite abolies dans les années 50, avec dans un premier temps la loi sur la ségrégation scolaire qui a été abolie, et puis par la suite, les lois, les unes après les autres, ont été abolies jusqu'à 1968 avec la reconnaissance que les Afro-Américains avaient les mêmes droits que tout le monde. Et ça, mine de rien, pour Disney, c'était devenu problématique. Parce que justement, y a des critiques de cinéma qui viennent voir le film et qui disent il y a des moments déplaisants dans le film. Je fais la citation: les corbeaux qui apprennent à Dumbo à voler sont trop clairement des caricatures de personnes noires. Et Disney, est obligé quelque part de revenir sur le nom de certains oiseaux, et notamment celui de Jim, qui change pour Dandy Crow. Cette façon de voir le racisme dans Dumbo va poursuivre Disney au fur et à mesure du temps, jusque d'ailleurs dans les années 90, 2000 et au-delà, puisque en 2019, il y avait une réflexion, quand le film a été mis sur la plateforme Disney+, de censurer cette scène. Ce qui est incroyable quand on y pense. Alors, il y a des personnes qui sont montées au credo, dont notamment Floyd Norman. Alors Floyd Norman, il n'est pas très connu, il n'a pas bossé sur Dumbo, mais il a bossé notamment sur le livre de la jungle. Et ça a été surtout l'un des premiers artistes afro-américains de Disney. Et lui s'est défendu. Il s'est dit, en fait, si le corbeau principal il s'appelle Jim, c'est parce que Disney s'en prend avec un air caricatural au sud oppressif. Et effectivement, là, il exprime exactement l'inverse de ce que la critique veut justement formaliser à ce niveau-là. Et il y a d'autres personnes qui le défendent, notamment Whoopi Goldberg qui décide, qui évoque justement le cas de ces oiseaux en disant qu'elle espère revoir les fameux corbeaux de Dumbo remis en avant, notamment dans le merchandising, parce que c'est vrai que les corbeaux dans le merchandising ne sont pas spécialement, présents par rapport aux autres animaux du dessin animé. Mais il y a eu une véritable controverse qui s'est vraiment installée au fur et à mesure du temps. Et cette controverse, elle a été quelque part un peu désamorcée par, je crois que c'est Floyd Norman lui-même qui dit « Mais si les gens croient que c'est stéréotypique quelque part, est-ce que c'est pas parce que les corbeaux sont noirs ?» Ce qui est assez intéressant quand on y pense. Parce que tu crois lui, ça serait intéressant, ouais. Dans les années 70, a travaillé sur le livre de la jungle. Et il a travaillé sur quoi ? Il a travaillé sur les fameux vautours du livre de la jungle. Que l'on voit à un moment donné et qui sont une caricature des Beatles. Et il disait... J'ai travaillé sur les 4 oiseaux du livre de la jungle et personne ne m'est tombé dessus pour avoir parodié les Beatles.
Bah, tu vois, non. alors qu'on aurait pu lui tomber dessus en disant ah oui mais vous avez parodié, vous avez fait des vautours pour les Beatles, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de ça, etc. Il y a personne qui s'est retourné là-dessus, tu vois. Donc il y a une Bien sûr que réflexion non. qui a été apportée au fur et à mesure du temps autour de tout ça, et c'est toujours d'ailleurs comment dire, un point de friction quelque part sur Dumbo, parce que si certains considèrent pardon, que c'est une caricature de l'Amérique profonde et l'Amérique profonde des Afro-Américains, d'autres considèrent, pardon, j'ai du mal à parler ce soir, qu'en réalité ces animaux ne sont absolument pas des stéréotypes. Certaines personnes comme l'historien Léonard Martin, qui a travaillé donc sur l'histoire du comment dire de Disney, disait que la séquence avait été la controverse avait été en grande partie injustifiée, déjà parce qu'il n'y a pas spécialement de dialogue qui dénigre clairement tout ça, et puis aussi parce que si on a l'idée d'entendre à un moment donné, il y a le terme brother qui est prononcé dans le film originel, donc le film traduit en anglais, il disait si on entend brother dedans, il y a des gens qui disent que ça peut être offensant, mais c'est tout simplement peut-être parce que le spectateur est sensible à l'exactitude. Autrement dit que parce que justement le spectateur se fait cette idée de ce langage-là chez les Afro-Américains, que lui a considéré que c'était raciste. Donc il y a toute une réflexion comme ça qui est particulièrement intéressante à étudier sur Dumbo, qui n'a pas vraiment, on va dire, de conclusion. J'ai pas de conclusion à vous donner, mais il y a une vraie réflexion qui a été apportée, et il y en a une autre qui a été apportée, Sophie, parce que Dumbo a des corbeaux particuliers. Il a des corbeaux avec un bec orange, Sophie. Mon Dieu, sacrilège! Des corbeaux avec un bec orange! Terrible! Et ça, personne n'en parle, Sophie. Oui, mais en même temps, il y a un éléphant qui vole dans Dumbo. C'est vrai. Je crois que le bec orange des corbeaux, ce serait pas mon principal problème en voyant le film. On avait fait une conférence avec Marie-Lane sur les corbeaux dans la ville de Paris, donc c'était au mois de les corbeaux dans Pokémon, et on l'avait fait donc à l'occasion à Paris, donc c'était au mois de mai dernier, et justement Marie-Lane disait que les corbeaux avaient justement ce bec orange, un peu comme dans Heckle et Jekyll, donc qui reprend l'histoire de deux corbeaux alors c'est deux similés de corbeaux en fait qui vivent des aventures, sauf que Heckle et Jekyll est beaucoup plus ancien. Bon, beaucoup plus ancien, j'exagère, il est à peu près 5 ans, 6 ans plus ancien que Dumbo. Dumbo aurait été vraiment le tout premier à populariser quelque part cette idée que les corbeaux ont un bec autre chose que noir. Voilà. Ouais. Alors, du coup, il restait à savoir pourquoi, justement. On avait une idée de pourquoi les corbeaux pouvaient avoir un bec orange. À savoir que, effectivement, c'était beaucoup plus facile pour le spectateur d'identifier justement l'oiseau, et aussi pour les artistes d'éviter justement que le dessin se perde quelque part dans d'autres teintes noires. Et je suis tombé, Sophie, par hasard, en faisant des recherches sur Dumbo, je suis tombé par hasard sur le podcast de Laura Erickson, Sophie. Alors, on discute beaucoup de la longévité du Courrier de la Sterne. On en est bientôt à 150 épisodes. Oh là là, incroyable. Et oui. Laura Erickson, ça fait 38 ans qu'elle fait un podcast sur les oiseaux. Elle a commencé sur une radio de New York, Oregon, et elle continue encore aujourd'hui à publier des épisodes de podcast. On vous mettra évidemment le lien de son site dans la description. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle par mail, en lui disant que c'était formidable. Moi, je cherchais depuis longtemps la réponse à ça, et elle l'avait. Et donc, elle était très surprise de voir que je m'étais intéressé à son podcast, qui n'est pas très évident à trouver sur le net. Et donc, en 1986, Sophie, elle se décide, après avoir écrit une chronique sur la différence entre corbeau et corneille, d'envoyer un message à Walt Disney, à Los Angeles, pour savoir pourquoi les oiseaux sont avec un bec orange dans le film. Et oui. Et 2 mois plus tard, elle reçoit une réponse
de Ward Kimball, qui est la personne en charge justement de la réalisation de ces oiseaux, et qui dit, je cite, « Nous avons fait preuve de liberté artistique, et le jaune se marie très bien avec le noir. Nous ne sommes pas ornithologues, et nous choisissons ce qui rend bien et se lit le mieux sur nos arrière-plans. » Voilà pourquoi les becs des corbeaux sont jaunes dans Dumbo, et voilà pourquoi on a retrouvé cette histoire de corbeaux à bec jaune qui n'ont jamais eu le bec jaune. Oui, ça semble logique, c'est effectivement comme tu le disais, c'est une histoire de lecture de l'image. Mais comme tu le disais en introduction, Sophie, il y a des choses qui nous semblent logiques, mais il faut en avoir la certitude. Et là, pour le coup, oui. La certitude de Ward Kimball qui a bossé sur Dumbo et qui a bossé sur les corbeaux, bon, elle peut pas forcément être remise en question. Non, c'est sûr. Donc voilà pour l'histoire de ces corbeaux. C'était chouette. C'est vrai que quand tu m'as dit on va parler de Dumbo, je me suis dit mince, mon concept d'ornithologie n'est plus celui qui devrait faire foi. Zut. Mais c'est intéressant de voir que, parce qu'on parle beau, bah tu parlais justement de déboulonnage de statues il y a quelques dizaines de minutes, puisque le podcast va bientôt toucher à sa fin. Mais là, on se retrouve vraiment dans une situation problématique pour Disney, alors qu'à l'époque, la ségrégation raciale est toujours de mise. Puisque comme je l'ai dit, on est en 1954 lorsque va être abolie l'une des premières lois justement de la ségrégation. Disney change son nom de Jim pour Dandy Crow au début des années 50. Est-ce que on peut pas retourner la situation autrement en disant que peut-être justement ce changement a été l'un des premiers à instiguer par la suite les droits pour tous et pour toutes aux États-Unis, peut-être. Peut-être que les gens étaient sensibles à ça dans un dessin animé, et peut-être justement que c'est quelque chose qui a quelque part été pivot dans l'acquisition des droits pour les Afro-Américains. Je pense que c'était certainement un tout, tu sais, c'est un changement de société petit à petit. Totalement. C'est normal. Eh bien, c'est sur cette incroyable révélation de Ward Kimball que nous allons nous quitter. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Merci à vous toutes et à vous tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le Courrier de la Sterne. On rappelle que vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur plein d'autres supports. Vous retrouvez également l'émission sur YouTube. C'est d'ailleurs là où vous pourrez poser vos questions si vous en avez, ou nous faire des commentaires, ou nous marquer merci, puisqu'on a quelqu'un qui à chaque fois qu'on sort un épisode nous marque juste merci dans la description. Et ben on le remercie de marquer merci dans la description. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. N'hésitez évidemment pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certaines choses. Et puis on le rappelle, tout ce que l'on dit dans l'émission est sourcé, et toutes les sources se retrouvent dans la description. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes.